Après le carnage de Kremenchuk, Moscou accuse les Occidentaux. Ce seraient eux en fournissant des armes qui prolongent les souffrances des civils ukrainiens. La Turquie accepte que la Suède et la Finlande rejoignent l'OTAN. Ankara a reçu des assurances concernant les relations de ces pays avec les groupes terroristes. La Cour d'assises spéciale de Paris doit rendre ce mercredi soir sa décision très attendue dans le procès du 13 novembre. 50 à 60 personnes seraient toujours portées disparues dans le centre commercial de Kremenchuk après le tir de missile russe qui a fait au moins 20 morts et une soixantaine de blessés lundi en Ukraine. À 200 km de la ligne de front, le bâtiment s'est embrasé, mais Daria a pu s'échapper avant. Il y a eu la sirène qui annonce le raid aérien, alors on a commencé à courir vers la sortie arrière et puis 3 minutes plus tard, il y a eu l'explosion. On avait du verre partout dans nos cheveux, sur nos vêtements, il y avait aussi de la fumée. C'était effrayant. L'Ukraine a accusé la Russie de terrorisme d'État et a exposé à la presse les restes du missile qui mesurerait 11 mètres de long et pèserait plus de 5 tonnes. Non, il n'y avait rien de militaire dans l'usine. Moscou nie avoir tiré sur le centre commercial. Selon Sergueï Lavrov, tout cela est la faute de l'Occident. Un dépôt où arrivaient des armes et des munitions américaines et européennes a été bombardé, explique-t-il ici. Suite à la détonation des munitions, le centre commercial vide, situé à proximité, a pris feu. Je dis cela parce que plus il y a d'armes qui sont fournies et conçues pour prolonger le conflit, plus sera prolongée la souffrance des civils. Mais les riverains nient la présence d'armes. Dans le Donbass, au moins 8 personnes sont mortes et 21 ont été blessées dans un bombardement russe à Lysychansk. Les soldats ukrainiens tentent de freiner l'avancée lente mais dévastatrice des troupes russes. Il aura fallu 3 heures de discussion entre les parties turques, suédoises et finlandaises pour que Recep Tayyip Erdogan accepte enfin de lever son veto à l'entrée des 2 pays scandinaves dans l'OTAN. La Turquie refusait leur adhésion, arguant que la Suède et la Finlande hébergeaient des membres du PKK et d'autres groupes considérés par Ankara et ses alliés occidentaux comme des terroristes. La Turquie, la Finlande et la Suède ont signé un mémorandum qui répond aux préoccupations de la Turquie, notamment en ce qui concerne les exportations d'armes et la lutte contre le terrorisme, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN. Aucun allié n'a subi d'attaques terroristes plus brutales que la Turquie, notamment de la part du groupe terroriste PKK. La nouvelle a soulagé les membres de l'Alliance Atlantique qui sont arrivés dans la soirée à Madrid pour le dîner offert par le roi et la reine d'Espagne avant un sommet de 2 jours, sommet crucial dans le contexte ukrainien. Les pays de l'OTAN vont inviter officiellement ce mercredi Stockholm et Helsinki à rejoindre l'Alliance. Après 10 mois d'audience, l'heure du verdict est arrivée. La Cour d'assises spéciale de Paris doit rendre ce mercredi soir sa décision très attendue dans le procès du 13 novembre. Avec Salah Abdeslam, l'unique survivant des commandos, au total 20 personnes sont jugées depuis septembre pour les pires attentats jamais commis en France. L'accusation a requis contre Salah Abdeslam la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Il s'agit de la plus lourde sanction prévue par le Code pénal qui rend infime la possibilité d'une libération. Au cours de son procès, Salah Abdeslam a expliqué avoir renoncé à actionner sa ceinture explosive dans un bar du 18e arrondissement de Paris. Mais d'après un rapport d'expertise, le dispositif était défectueux et n'a pas fonctionné le soir des attentats. Ces attaques qui ont traumatisé tout un pays ont fait 130 morts et des centaines de blessés. Dix jours après le second tour des législatives en France, la nouvelle Assemblée nationale a entamé ses travaux ce mardi. Dans l'hémicycle, un peu plus de la moitié des 577 députés sont nouvellement élus. Cette première séance a permis de nommer Yaël Braun-Pivet à la présidence de l'Assemblée. Elle était la grande favorite pour le poste. Yaël Braun-Pivet, c'est une femme engagée avec un parcours éclair en politique, entamé il y a 5 ans, aux côtés d'Emmanuel Macron.
L'ancienne avocate pénaliste socialiste devient députée En Marche en 2017 et est choisie pour présider la commission des lois jusqu'en 2022. Malgré des débuts poussifs durant l'affaire Benalla, lorsque l'opposition l'accuse de protéger l'Élysée, elle a su se faire des alliés, devenant une figure incontournable du Palais Bourbon. Après la dernière présidentielle, elle est nommée au ministère des Outre-mer, où elle ne sera restée qu'1 mois et 5 jours. À 51 ans, cette mère de 5 enfants devient aujourd'hui la première femme dans l'histoire de France au perchoir. Malgré l'opposition de Londres, la première ministre écossaise s'accroche. Elle veut un nouveau référendum sur l'indépendance de son pays, du Royaume-Uni. Au sein du Parlement d'Édimbourg ce mardi, Nicola Sturgeon a même donné la date à laquelle il devrait, selon elle, se tenir. Le projet de loi indique que la question sur le bulletin de vote devrait être la même qu'en 2014. L'Écosse doit-elle être un pays indépendant ? Enfin, Monsieur le Président, le projet de loi comprend la date proposée pour la tenue du référendum. Conformément au mandat du gouvernement, il s'agit d'une date au cours de la première moitié de cette législature. Monsieur le Président, je peux annoncer que le gouvernement écossais propose que le référendum sur l'indépendance se tienne le 19 octobre 2023. Pour Boris Johnson, un tel référendum ne peut se produire qu'une fois par génération. Consulté sur le sujet en 2014, 55% des votants écossais avaient souhaité rester dans le Royaume-Uni. La chef du gouvernement et son parti nationaliste estiment toutefois que le Brexit a changé la situation, 62% d'Écossais s'y étant opposés en 2016. Il a beau avoir 101 ans, ses crimes ne sont pas tombés dans l'oubli. Un ancien gardien d'un camp de concentration nazi a été condamné à 5 ans de prison par le tribunal de Brandebourg-sur-la-Havel, à l'ouest de Berlin. Josef Schütz était jugé pour complicité dans le meurtre de 3518 prisonniers durant son service dans le camp de Sachsenhausen entre 1942 et 1945 en Allemagne. Cet ancien sous-officier des Waffen-SS devient la personne la plus âgée reconnue coupable de complicité de crimes pendant la période de l'Holocauste. Jamais au cours de ces audiences, l'accusé n'a montré le moindre regret, niant même souvent son implication et son enrôlement dans l'unité à la tête de mort. Mais des documents historiques ont prouvé le contraire. Son avocat a annoncé qu'il comptait se pourvoir en cassation. Étant donné son grand âge, M. Schütz pourrait ne jamais voir les murs d'une prison. En Argentine, des chauffeurs routiers ont bloqué des routes menant à la capitale pour protester contre les pénuries de carburant et la hausse des prix liés à la guerre en Ukraine. Ils dénoncent en outre le comportement des stations-service accusées de se livrer à des activités lucratives. Pour apaiser la colère, le gouvernement argentin s'est engagé à garantir l'approvisionnement en carburant. Un musée unique en Europe s'est ouvert ce mardi dans l'ouest du Danemark. Un musée créé sur le site même d'un camp de réfugiés qui a accueilli jusqu'à 100 000 Allemands dans les années d'après-guerre. Le musée appelé Flucht, qui signifie fuite ou évasion en danois, raconte l'histoire des migrants venus d'Iran, du Liban, de Hongrie, du Vietnam et d'ailleurs, et qui ont dû fuir leur pays. Si nous n'osions pas aborder des questions difficiles et des thèmes actuels concernant la migration, alors le musée ne serait pas pertinent. J'espère que les visiteurs auront une compréhension plus large de pourquoi les gens fuient, comment ils fuient et comment cela affecte ces personnes qui ont été des réfugiés. À l'intérieur, équipés d'écouteurs et grâce à une application, vous entendez des réfugiés parler de ce qu'ils ont traversé et vécu. L'une des histoires est racontée par Raïma Abdullah, 19 ans, réfugiée syrienne, qui en 5 ans a appris le danois et se sent maintenant chez elle au Danemark. Aujourd'hui, les réfugiés sont réduits à des chiffres. On oublie que derrière le concept de réfugié, il y a des gens qui ont leur propre histoire à raconter, des gens tout à fait ordinaires qui sont devenus des réfugiés à cause de quelque chose qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes. Témoignages, iconographie, objets, le musée nous met dans la peau d'un réfugié.
Et selon le Haut Commissariat aux réfugiés, près de 90 millions de personnes sont contraintes en ce moment même de se déplacer dans le monde. I was 11 then.